Le sujet de cette vidéo concerne la paysannerie française, car sans eux, sans une production locale et familiale garante de la qualité des produits, nous sommes exposés à des aliments dont les conditions d'élevage et de culture sont nuisibles pour notre santé. Et comme je l'ai déjà écrit dans certains articles de blog et précisé dans certaines de mes vidéos, la qualité de la nourriture est un paramètre non négligeable dans la remise en forme, la santé, quel que soit l'objectif poursuivi. L'apport calorique d'un aliment n'est pas le seul élément à prendre en compte. Savoir comment la viande a été élevée, comment les légumes ont été cultivés est essentiel. Une viande issue d'un élevage intensif, nourrie aux OGM, injectée d'hormones de croissance et soumise à des vaccins en tout genre, n'aura ni le même goût, ni les mêmes effets sur le fonctionnement de l'organisme qu'une viande issue de pâturage, broutant de l'herbe et vivant en grande prairie. Cette vidéo est donc ma manière de soutenir la paysannerie française et surtout de faire prendre conscience que sans elle, nous ne pourrons pas espérer bâtir un corps en forme. Mais au-delà de cela, rejoindre leur combat, c'est aussi s'opposer à un système étatique et institutionnel qui tend à éliminer une catégorie de personnes indépendantes travaillant pour elles-mêmes et donc parmi les moins manipulables face à une organisation européenne et mondiale qui menace la liberté individuelle. Le combat va donc bien au-delà d'une simple question d'alimentation saine. Il s'agit aussi de souveraineté, de culture d'un pays et de liberté pour le peuple. Mais qui veut la peau de nos vaches françaises? Aussi, je voulais juste préciser quelque chose. Enfin bon, c'est juste une Oui. réflexion moi que je m'étais faite parce que j'ai vu récemment qu'il y a une société qui s'appelle Terratis qui est à Montpellier et qui fait des lâchers justement de moustiques stériles qui ont été stérilisés par des bombardements au rayon X et ce sont en fait des moustiques stériles qui sont destinés à s'accoupler avec donc des femelles moustiques tigres pour les rendre justement stériles, parce que du coup les œufs sont stériles, pour diminuer dans le temps en fait la population des moustiques tigres. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est une société dont la directrice a travaillé pour une société donc en Amérique qui était financée par la Bill et Melinda Gates Foundation, et qu'il y a un partenariat entre Terratis et le CIRAD, et ce CIRAD-là est le seul laboratoire en France à avoir le virus vivant de la DNC. Et donc, ils ont un partenariat et ils ont des financements aussi de cette même société donc, qui est liée à la Bill et Melinda Gates Foundation. Et en fait, les lâchers ont commencé un petit peu avant les premières crises là, de cet été, les premiers cas de Donc, DNC. on l'a bien vu en Ariège, le déploiement militaire était totalement disproportionné au regard du contexte et du profil des manifestants. Gaz lacrymogène, mobilisation des blindés, tout ça pour des paysans et des agriculteurs qui voulaient tout simplement défendre les vaches d'une ferme. Quand l'État décide d'appliquer la loi, on voit bien qu'il met les moyens. De quoi envier les cités de ne pas bénéficier d'un tel privilège. Une vidéo a également circulé dans laquelle on entend une femme dire que du gaz lacrymogène est tiré depuis un hélicoptère. Bon, il semblerait que les tirs proviennent plutôt du sol et non de l'hélicoptère. Regardez ça. Ça se Ça, c'est rapproche, ça gaz, l'hélico. ça gaz depuis l'hélico, ça gaz depuis l'hélico. Oh là là. Bref, la dermatose, avec l'abattage total du cheptel, y compris des vaches saines, apparaît comme un prétexte sanitaire visant à réduire le nombre de vaches en France. Car oui, d'une part, la dermatose présente un taux de mortalité maximal d'environ 10% chez les vaches malades. Et puis d'autre part, les vaches atteintes par la dermatose guérissent pour la majorité d'entre elles d'elles-mêmes. De plus, la viande et le lait des vaches atteintes de cette maladie, la dermatose, reste consommable. Enfin, cette maladie bovine n'est pas contagieuse ni pour l'homme ni pour les autres espèces. Malgré tous ces faits,
Certains représentants du système cherchent à nous faire croire, par leur statut d'autorité et en prétendant parler au nom de la science, qu'ils détiennent l'unique solution, tout en ignorant toutes les propositions alternatives concernant la gestion de cette dermatose. Juste pour dire que contre la DNC, il y a aussi des traitements qui existent, hein. Il y en a un qui est basé sur les nanoparticules de propolis alginate, et puis un autre à base d'ivermectine avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Voilà, et on peut aider donc les bêtes avec des minéraux, des oligo-éléments, par exemple du sélénium, du cuivre, du zinc. On peut donner aussi des antibiotiques pour éviter les surinfections, donc ça doit être des pénicillines ou des macrolides. Euh, voilà, les macrolides, par exemple, c'est l'azithromycine qui était utilisée contre la Covid, qui a une forte activité là contre la Covid. Et puis, on peut aussi éventuellement rajouter des corticoïdes dans des cas extrêmes. Et on peut soigner donc les nodules, les lésions cutanées en mettant, par exemple, des solutions diluées d'iode ou de la chlorhexidine. Toutes les personnes qui s'opposent à ce protocole d'abattage total, comme les vétérinaires qui constatent que cela n'est pas justifié et constitue un scandale, subissent la pression de leur hiérarchie. Vous appelez Alain de Périttil et les autres vétérinaires à s'opposer justement à ces mesures, à ces contrôles. Dans quelle mesure est-ce que c'est possible pour un vétérinaire d'aller contre les ordres qui lui sont donnés par le gouvernement quand même? Alors, c'est extrêmement difficile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour exercer le métier de vétérinaire, il y a ce qu'on appelle un mandat sanitaire qui est attribué par la préfecture et par les services de l'État. Mm. Et si, par rétorsion, évidemment, ces vétérinaires désobéissent, ne veulent pas obéir, remarquez, ils peuvent dire qu'ils sont malades ou qu'ils n'ont plus. Il peut y avoir des prétextes, mais je veux dire, s'ils désobéissent, ils perdent leur mandat sanitaire et de ce fait, ils ne peuvent plus exercer leur métier. Donc c'est un arrêt de mort. Vous voyez, l'État a les possibilités de vous empêcher de prononcer votre arrêt de mort. Donc, d'une certaine manière, s'ils désobéissent, c'est un acte de bravoure et de courage qu'il faut signaler. Et d'après ce que j'entends, ça commence à monter un petit peu dans la profession. C'est le même fonctionnement qu'avec le Covid-19. Les médecins qui osaient remettre en question la politique sanitaire étaient remis au pas, voire radiés par l'ordre des médecins. On a la même chose qui se produit avec l'ordre des vétérinaires. Si ce n'est pas démocratique, ça. Partagé par les services vétérinaires, par le groupe de défense sanitaire et même par la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire. Mais sur place, j'ai rencontré une vétérinaire qui, elle, a un discours très différent. Moi, je m'oppose aux décisions sanitaires qui sont prises d'abattage total. Les abattages totaux n'ont montré absolument aucune efficacité. D'ailleurs, en 2017, alors que cette DNC se propageait en Europe de l'Est et dans les Balkans, la FAO a averti que l'abattage total ne devait être utilisé qu'en dernier recours afin de protéger les agriculteurs. Et bien entendu, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, à la tête du principal syndicat agricole français, apporte son concours au consensus scientifique qui prône l'abattage total du cheptel. Étant donné qu'Arnaud Rousseau entretient des liens économiques internationaux liés à l'agriculture et à l'élevage avec le groupe Avril, on peut légitimement se demander s'il n'existe pas des conflits d'intérêts. Une certitude. Donc après, il faut regarder les conditions pour lesquelles le faire, et c'est pour ça qu'on a besoin des spécialistes. Moi, je suis désolé, mais il faut se méfier de la théorie du complot. Il y a des certitudes scientifiques. Enfin, en tous les cas, il y a des consensus scientifiques. Ensuite, il y a des réalités. Le cas de la Haute-Garonne, c'est une réalité. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, on nous dit, il faut abattre. Les éleveurs disent, mais c'est pas possible. Mais le consensus scientifique dit, il faut abattre. Nous, à la FNSEA, on continue à apporter notre concours au consensus scientifique, même si c'est d'une douleur effroyable pour les éleveurs. Parce qu'on a des expériences réussies. Allez voir les éleveurs en Savoie, ils vous disent c'était un drame absolu. En 6 mois, on a dépeuplé, repeuplé et on fait autant de lait aujourd'hui. Une des raisons de ce protocole injustifié est que l'abattage total du cheptel s'inscrit dans l'engagement de l'État français visant à dépeupler l'élevage bovin pour réduire les émissions de CO2.
Voilà en partie pourquoi tant d'acharnement pour abattre nos vaches. Elles sont présentées comme responsables du réchauffement climatique au nom de l'écologie. Et selon la Cour des comptes, il faudrait donc réduire l'élevage en France. Alors, il y avait en une idée qui a été émise par la Cour des comptes en 2023 où on expliquait qu'il fallait diminuer le cheptel pour diminuer les émissions de méthane. Oui. Donc toujours des gens particulièrement intelligents qui savent exactement comment ça marche. Je tiens d'ailleurs à rappeler que si jamais on regarde les émissions de méthane produites par les paies des insectes, il y en a beaucoup plus que produits par les vaches. Donc peut-être avec un peu de chance, la Cour des comptes va-t-elle se mettre à légiférer sur les scarabées. Est-ce qu'on peut lier en fait cette espèce de raideur de la ministre à cette décision technocratique d'expliquer que voilà, pour sauver la planète, il est nécessaire que les vaches françaises meurent et que les troupeaux diminuent. Et est-ce que la dermatose nodulaire n'est pas l'occasion en fait d'accomplir le vœu de la Cour des comptes qui, pour une fois, alors il passe sa vie à expliquer qu'il faut réformer l'État et faire des économies. Évidemment, rien ne se fait. Mais là, pour une fois qu'on peut faire en sorte que ce soit les paysans qui payent la facture, eh bien, pourquoi ne nous gênons pas? Oui, on les paye pour ça. Soit, mais en même temps, ce même gouvernement avec l'Union européenne eh bien, abat des troupeaux entiers d'agriculteurs sous prétexte sanitaire pour réduire les émissions de méthane, tout en se préparant à signer un accord commercial nommé Mercosur. Et le Mercosur, c'est quoi? Eh bien, après avoir exterminé une grande partie de nos vaches françaises, même saines, issues de pâturages qui émettent en réalité très peu de méthane, on va importer de la viande élevée en Amérique du Sud. Et tu te doutes bien que là-bas, toutes les normes bureaucratiques de Bruxelles visant à réduire les émissions de CO2 et à respecter le bien-être animal, tu peux te le mettre où je le pense. Dans les grandes plaines de la Pampa, l'élevage traditionnel est délaissé au profit d'une méthode américaine bien plus rentable, les feedlots, des fermes-usines, d'immenses centres d'engraissement où les bêtes prennent un maximum de poids en un minimum de temps. Fini l'herbe des pâturages, place à des mixtures grasses et douteuses. Désormais, 2/3 du bétail argentin est concerné. On va donc se retrouver dans nos supermarchés avec de la viande venue de l'autre bout du monde, élevée avec des OGM, bourrée d'antibiotiques et provenant de terres surpeuplées où plus rien ne pousse, au lieu de nos vaches locales qui pâturent dans des prairies, s'alimentant en grande partie d'herbes fraîches et faisant vivre toute une économie locale. Devant cette détresse, certains agriculteurs qui ne veulent pas voir leur troupeau entier exterminé pour un seul cas demandent la vaccination de leurs vaches parce que, en effet, c'est soit on abat leurs vaches ou ils vaccinent leurs troupeaux. Apparemment, cela fait déjà plusieurs mois que les agriculteurs réclament cette vaccination contre la dermatose, mais bon, l'État semble apparemment ne pas écouter. Et bordel, pour une fois que les gens réclament un vaccin. Face à la forte mobilisation des agriculteurs, l'État décide donc de finalement prévoir des vaccins contre la dermatose. Monsieur le Président, les vétérinaires retraités, les jeunes élèves vétérinaires dans leurs écoles, les vétérinaires des armées. Et donc demain, vous aurez les premières mobilisations. 20 militaires vont se déployer sur la zone et 347 vétérinaires issus des corps de sapeurs-pompiers pour que l'on ait véritablement une politique départementale de vaccination à la main des préfets en lien avec les présidents de chambre d'agriculture, avec les GDS, avec l'ensemble des représentations syndicales qui permet globalement d'avoir du sur-mesure en quelque sorte et de ne manquer de rien. Et la montée en puissance va évidemment se poursuivre conformément aux instructions que nous avons données jusqu'à la fin du week-end. Je pense, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, et je le dis sous le contrôle des sénateurs de l'Ariège, que la vaccination des 1000 exploitations de l'Ariège d'ici au 31 décembre de cette année est absolument clé et nous y répondrons évidemment. Et le préfet coordinateur qui a été nommé va organiser tout cela. Mais plutôt que de dire, d'accord, voici les vaccins et les éleveurs feront le choix de vacciner ou non leurs bêtes, assumant ainsi la responsabilité en cas de contagion,
l'État décide maintenant d'imposer la vaccination obligatoire à tous les éleveurs pour l'ensemble de leurs animaux. Depuis hier, je suis furieux. J'ai essayé de prendre du recul et de garder mon calme. Donc la région Occitanie a décidé de demander la vaccination obligatoire pour la dermatose pour le Cantal et la Lozère, 2 départements qui n'ont jamais été touchés, qui touchent la Haute-Loire. La vaccination obligatoire, donc là j'en peux plus. Ils commencent vraiment par nous casser les bonbons. Et ils ne cassent pas que les bonbons à moi, ils cassent surtout les bonbons à tous les consommateurs, parce que j'ai des centaines de messages tous les jours de consommateurs qui me disent de tenir le coup, qu'il ne faut absolument pas vacciner nos vaches, et qu'ils ne consommeront plus de la viande vaccinée, au vaccin atténué ou à l'autre qui va bientôt arriver, d'Amérique. Donc mettre une vaccination obligatoire, c'est juste un scandale. Qu'ils la mettent volontaire pour ceux qui veulent la faire, ok. Parce que la semaine dernière, quand je suis allé dans la manifestation en Lozère, j'ai bien discuté avec des éleveurs. Il n'y en a pas un qui la veut, la vaccination. Pas un qui la veut. Mais ils suivent le mouvement. Pourquoi? Pensant sortir de la crise. C'est complètement fou vouloir sortir de la crise en demandant la vaccination obligatoire alors qu'ils sont contre. Mais tenez-vous bien, hier j'ai échangé avec une personne, un agriculteur que je ne citerai pas son nom pour ne pas le mettre dans la merde, mais je garde bien ces messages au chaud, parce que si ça vient à mal se terminer pour la conséquence sur nos animaux, dans la région Lozère, Cantal, et puis nous on va arriver derrière, je le garde bien au chaud. Parce que cet éleveur, il est franchement contre la vaccination, comme moi. C'est un bon gars, un super gars. Mais vu qu'il est au conseil d'administration d'un certain département, il est pour la vaccination. Il est pour la vaccination, parce qu'il ne faut pas qu'il s'oppose, sinon ils vont être virés de la CR. D'ailleurs, ces mêmes personnes, la semaine dernière, quand je suis allé dans leur manifestation, ils m'ont bien laissé faire une vidéo, nickel, mais il ne fallait surtout pas que je les filme, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils s'affichent avec moi, de peur d'être virés. Voilà où on en est avec la CR aujourd'hui. Aucune transparence. Donc pourquoi je suis très énervé, et j'ai essayé de garder mon calme, parce que c'est pas là où on est le meilleur. Donc c'est un fameux éleveur qui est contre la vaccination. Lui, ça lui fait pas peur de vacciner, vous savez pourquoi? Parce qu'il a trouvé un vétérinaire qui lui mettra les doses à la poubelle. Voilà où est la solidarité aujourd'hui. C'est chacun qui sauve son cul. Sauf que, quand la Lozère, le Cantal, tous ces départements avec beaucoup d'élevage de vaches à viande et même des laitières, les consommateurs, ils vont nous boycotter nos produits. C'est sûr et certain. Or, comme on le sait, la dermatose, bien que contagieuse, se guérit majoritairement d'elle-même et présente un taux de mortalité très faible. Il n'y a donc aucune raison justifiant que l'on oblige les éleveurs à vacciner leurs animaux. Maintenant, quel est le problème avec le vaccin et pourquoi certains éleveurs refusent-ils de vacciner leurs troupeaux? D'une part, ces vaccins contre la dermatose peuvent provoquer comme effet secondaire des symptômes superficiels mais similaires à ceux de la maladie. Ainsi, donc il suffit qu'une vache vaccinée présente des symptômes semblables liés à la dermatose pour que les autorités décident d'abattre tout le cheptel, même si ces vaches sont saines et vaccinées. Et ça s'est réellement déjà passé. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe concrètement dans votre département? Ça a été le point de départ il y a quelques semaines seulement de la colère agricole qui continue de gronder depuis des jours et des jours. On parle d'une nouvelle séquence de dépeuplement, selon le jargon officiel. C'est ce qui va se passer dans les prochaines heures? Oui, je préfère le mot abattage qui reflète mieux la réalité de la situation que dépeuplement. Nous sommes à la limite de l'Aude, à l'opposé du dernier cas qui était au bord de Surarise, avec un cas positif chez un troupeau qui a été vacciné depuis une quinzaine de jours et donc qui va être abattu aujourd'hui un peu plus de 110 animaux. Et comment cela vous a été annoncé? On a beaucoup critiqué notamment les décisions verticales du gouvernement. Est-ce que cette fois-ci, il y a eu un peu plus peut-être de conciliation, de concertation, de discussion, Philippe Lacube? Non, le préfet applique ce que dit le gouvernement, donc il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de place qui est laissée à la concertation. Un animal est positif et donc le troupeau sera abattu même si la vaccination a été réalisée depuis une quinzaine de jours. D'autre part, les vaccins à ARN messager qui vont apparemment bientôt arriver, utilisés dans l'élevage, pourraient
poser des problèmes pour la consommation humaine, car certaines traces pourraient se retrouver dans notre circulation sanguine après l'ingestion de viande vaccinée. Donc en gros, tous les gens qui ont perdu leur emploi, ont été exclus de la société pendant le pass sanitaire parce ils avaient fait le choix en tout cas de ne pas vouloir être injectés par ce vaccin, pourraient en mangeant de la viande être exposés aux résidus du vaccin ARN messager auto-amplifiant. Ce qui est dangereux aussi, ce sont les adjuvants et les excipients. Parce que dans le cas du vaccin Ceva, vous avez comme adjuvant et excipient, vous avez justement donc, des lipides cationiques, donc très basiques, justement qui permettent donc de former des ponts salins avec les ARN messagers qui sont des polyanions, qui sont des molécules très acides. Et puis avec ça, il y a aussi du squalène qui est thermorésistant, dont les émulsions justement provoquent un stress local, donc une inflammation locale, donc c'est délétère. Et puis il y a des nanoparticules d'oxyde de fer, donc c'est du Fe2O3 ou du Fe3O4, qui sont enrobés d'un acide gras en C18, qui est un acide gras monoinsaturé, qui est l'acide oléique, pour éviter justement qu'il y ait une agrégation en fait des nanoparticules d'oxyde de fer. Ça permet une dispersion, voilà. Et donc c'est délétère forcément chez l'animal, puisque si on s'injecte, justement, on a des risques de nécrose ischémique. Hein. Ouais. Et on est d'accord que cette viande est impropre à la consommation. C'est sûr que c'est pas bon parce que l'ARN messager auto-amplifiant n'est pas nécessairement dégradé par la cuisson en fait de la viande de canard, et ni même par l'acidité gastrique, justement, parce que d'une part, l'ARN messager peut être plus ou moins stable justement à la dégradation thermique, mais il peut être rendu beaucoup plus stable justement par la présence des adjuvants et des excipients qui forment une gangue autour de ces ARN messagers, et c'est une gangue protectrice. Voilà, ça veut dire que concrètement, on peut avoir de l'ARN messager fonctionnel au contact de nos muqueuses buccales ou de l'œsophage, et ça veut dire que potentiellement, de l'ARN messager fonctionnel passe la barrière et se retrouve donc dans la circulation sanguine. Il y a 750 000 doses de vaccins, là, le Bovilis Lumpivax E, mais c'est donc un vaccin à virus atténué, et ils sont beaucoup plus longs et plus difficiles à produire que les ARN messagers. Ça veut dire qu'avec les 16,4 millions de bovins à injecter, il va en manquer, il va en manquer forcément. Et donc le reste, la solution, ça sera d'utiliser un vaccin ARN messager contre la DNC, qui lui sera produit en grosse quantité et très facilement. D'autant plus qu'il est au point, là. Ils n'en parlent pas, mais il est au point. La société Tiba Biotech, je veux dire, elle produit y compris des auto-amplifiants, elle produit même des ARN interférents, et eux ont une particularité, c'est qu'ils développent des nanoparticules biodégradables, justement pour transporter les ARN messagers, qu'ils soient traditionnels ou auto-amplifiants. Donc ça montre aussi quelque part, en utilisant des nanoparticules biodégradables, que les nanoparticules qu'ils utilisent actuellement, lipidiques, sont délétères, puisque c'est justement pour éviter les problèmes associés à l'utilisation de nanoparticules lipidiques ou d'oxyde de fer, par exemple. Très bien. Oui, ça peut aller loin le complotisme, mais honnêtement, cela ne me surprendrait pas si c'était vraiment le cas. Il semblerait également que la vaccination des bovins pourrait empêcher leur commercialisation dans d'autres pays. Cela pourrait provoquer également une chute catastrophique du prix de la viande en France à cause d'un surplus important sur le marché français. On peut aussi imaginer que certains industriels stockent cet excédent dans de grands congélateurs pour équilibrer l'offre et la demande. Les éleveurs qui ont accepté l'abattage de leurs troupeaux, enfin accepté, car en fait s'ils refusent, c'est 5 000 € d'amende par jour, plus la suppression de toute aide financière et de subvention, en gros la mort professionnelle pour eux, quoi. Ils toucheraient donc une indemnité personnalisée en fonction de leur élevage, donc du troupeau, des équipements, etc. Mais l'argent n'achète pas le sentiment. Certains troupeaux sont un héritage familial avec des races et des gènes sélectionnés sur plusieurs générations et adaptés au canton même. Certains éleveurs victimes de ce protocole sanitaire n'ont
pas reçu leur indemnité avant plusieurs mois, aggravant leur situation financière. Et puis, bon, il semblerait que ces indemnités sont aussi, on va dire, au niveau de la somme, évaluées en fonction de la tête du client. En gros, plus tu râles, plus tu as de chances quand même de toucher un peu plus. Mais si tu acceptes sans broncher, on va te donner le minimum. Même après une perte totale du cheptel, l'indemnisation n'est pas immédiate, obligeant l'éleveur à s'endetter pour reconstituer un nouveau troupeau ou pour continuer à payer ses crédits. Voilà à quoi sert l'argent des contribuables, collecté via les taxes, la TVA et les impôts, pour indemniser les éleveurs à qui on a abattu leurs vaches saines sous pression, et puis envoyer les forces de l'ordre chez ceux qui veulent résister. Et résister, c'est pas de continuer à faire du trafic ou du banditisme. C'est simplement pouvoir vivre du fruit de son travail qui consiste à produire de la nourriture pour que les Français puissent manger. Au nom de l'écologie, au nom du commerce mondialisé sans frontières, au nom de la science, la France risque de devenir un pays incapable de produire sa propre nourriture. On n'a plus la main et la perte de souveraineté alimentaire, là on touche au fondamental. Parce que c'est quand même ce qu'on en a besoin 3 fois par jour. On en a besoin 3 fois par jour. Donc on est en train de perdre le sens. Je veux dire, nos élites parisiennes complètement hors sol ont décidé de s'en remettre au marché mondial pour nourrir les Français. C'est de la folie. Je veux dire, au moindre coup de tabac de crise internationale, on mange quoi? Et j'insiste, les Français ne le savent pas, nous n'avons pas de stock stratégique. Parce que l'adhésion à l'OMC nous impose des règles qui sont si contraignantes, et l'Europe nous impose des règles qui sont si contraignantes que nous n'avons pas de stock de sécurité. Les gens ne le savent pas, mais parce que c'est assimilé, ça peut être assimilé à de la subvention déguisée. Donc on est coincé dans des trucs de barjots qui nous mettent, on est d'entrer dans la zone de danger. Et donc, ne croyez pas une seule seconde les médias qui essaieront de vous faire croire que cette crise est passée. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le tout début. Elle ne fait que commencer, mais la tartufferie XXL, c'est que l'année dernière, il y avait juste des élections européennes. Bien sûr. Ils sont tous passés devant les agriculteurs, se mettre sur une botte de foin pour leur promettre la préférence agriculturelle, pour vous dire pas de pays sans paysans, pour vous dire que le paysan, c'est le poumon de la France. Mais vous imaginez et ils vont signer situation. Le Mercosur. C'était le sujet de l'élection. On nous expliquait, après les européennes, plus rien ne sera pareil pour les agriculteurs, vous verrez, et rien n'a changé. Et quand Alexandre Jardin parle de la perte de sens, c'est très important, parce que, pardon, mais on en parlait avec Géraldine pendant la pause, mais quand vous avez toutes ces injonctions à arrêter de manger de la viande, c'est pas bien, vous avez un climat autour de l'agriculture française, notamment pour ce qui concerne la viande, qui est déplorable. Vous ajoutez à ça, on a parlé évidemment des conditions de travail, les suicides, on pourrait ajouter la quasi-impossibilité aujourd'hui de transmettre son cheptel, son agriculture, son exploitation à son enfant. Évidemment, on peut les comprendre, vous avez plein d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas envie de reprendre l'exploitation du père et de la mère parce que vous travaillez au SMIC, si ce n'est moins. Les 35 heures, vous les avez fait le mardi midi. Quand vous finissez votre journée à 18h, vous tapez 4 heures de paperasse dictée par Paris et Bruxelles. Vous avez des contrôles permanent, des normes agricoles ridicules. Donc oui, il y a une perte de sens parce que ces gens-là, on a l'impression qu'ils travaillent pour rien. Je suis désolé. Et quand vous avez la publicité notamment qui rabâche à longueur de journée de la bouffe dégueulasse, pardon de l'expression, en supermarché, alors que vous avez des agriculteurs français qui se battent tous les jours pour tenter de nourrir les Français avec des prix qu'ils tentent de limiter au maximum avec des marges minimum. Un pays qui devient dépendant des autres pour importer des produits de première nécessité, comme la nourriture, perd sa souveraineté. Et en perdant sa souveraineté, la France, ou du moins ce qu'il en reste, devient vulnérable à toute guerre économique. Un pays totalement sous l'emprise de l'Union européenne, dirigé depuis la bureaucratie de Bruxelles. Dépeupler les vaches et priver les paysans de leurs terres devient donc une opportunité pour des sociétés multinationales privées de s'approprier ces ressources à moindre coût. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, et je vous le dis on cherche à virer tous les paysans des campagnes,
pour que les campagnes puissent être achetées par BlackRock et tous ces gens-là, et qu'on fasse des grandes exploitations industrielles où il n'y aura plus de paysans, il n'y aura plus que des grosses machines et tout. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de détruire la spécificité extraordinaire de la paysannerie française, qui n'était pas la même à 30 km là de Nantes, hein, pour nous refaire des espèces de campagnes comme il y en a dans l'Oklahoma, quoi. Vous voyez, c'est où il y a un paysan tous les... Mais c'est pas des paysans, c'est des sociétés, Donc ils veulent faire une industrie agricole, alors que nous, la France, on était un artisanat agricole. Heureusement, il y a encore des personnalités qui gardent les pieds sur terre et qui comprennent les enjeux de cette politique contre les agriculteurs français et qui ont publiquement soutenu leur cause. Coucou tout le monde. La dernière fois, j'ai fait un message pour les agriculteurs. Il y a des bons esprits qui m'ont dit « c'est bien de parler, mais il faut y aller ». Ben voilà, j'y suis, avec mes amis de la coordination rurale. On est sur le point du blocage d'Aigleton, chez moi, en Corrèze. Et je tenais vraiment à les soutenir une fois de plus. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, il y a la dermatose nodulaire, il y a les accords du Mercosur, vous l'avez très bien rappelé. Alors oui, l'Argentine, le bœuf, on va se dire c'est pas grave, mais si c'est grave le Mercosur pour nos paysans, c'est une catastrophe. Ils vont se retrouver avec des clauses qui ne seront pas miroirs, avec une concurrence déloyale. On va importer des aliments qui ne sont pas produits avec les mêmes produits phytosanitaires que chez nous, qui ne sont pas autorisés. C'est une catastrophe. Vous ne croyez pas à la capacité d'Emmanuel Macron d'obtenir justement ces contreparties? Non, ce qu'il peut essayer de faire, je pense, c'est de convaincre d'autres pays. Il faut que ça fasse boule de neige, parce que là, pour l'instant, il y a la France et l'Italie, mais ça suffira pas, ça on le sait très bien. Mais nos paysans, je viens d'en avoir plein cette semaine au téléphone. Ils sont dégoûtés, ils en peuvent plus, ils me disent on nous laisse crever, en fait. Et moi, j'ai le sentiment que ce qu'on vit là, ça ressemble à quelque chose qu'on a connu dans les années 70, qui était la crise de la sidérurgie, où on a vu tous ces petits hauts fourneaux, ces grands hauts fourneaux, petit à petit, fermés. Et les paysans, ils disent ils veulent plus de nous. Ils ont vraiment le sentiment qu'on les laisse tomber. On vous sent en colère, vous? Oui, franchement, oui, parce que c'est... là, évidemment que c'est insupportable de voir aussi ces séquences de violence, les barrages, mais ils n'ont plus que ça. Ils se disent foutu pour foutu, et ben on y va, quoi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ce soir avec tous les agriculteurs et agricultrices qui sont là pour défendre et pour faire passer un message sans nos agriculteurs. Je pense que moi déjà, je n'existerai pas. Je vis aussi à travers leurs produits, à travers ce qu'ils font tous les jours. C'est pour ça que je les soutiens. Je suis avec Christophe Guénon, qui est mon fournisseur, qui se bat lui aussi tous les jours pour se faire entendre et pour que la logique et le bon sens prennent le pas. Voilà, bon courage et surtout ne lâchez rien. Merci. Merci. Je regarde les vidéos, je regarde des gens qui sont censés partager les mêmes valeurs s'affronter. J'ai été officier supérieur de gendarmerie, colonel, donc je connais bien l'institution. Jamais je n'aurais aimé me retrouver face aux gens pour lesquels j'ai le plus de respect, les agriculteurs. Je suis d'ailleurs content d'avoir quitté avant que cela n'arrive, parce que je le pressentais. Aujourd'hui, il y a deux France qui s'opposent, celle du terroir, celle de la terre, celle du bon sens, celle des valeurs paysannes, celle des gens qui travaillent, celle des gens qui produisent, qui comprennent ce qu'est le sacrifice, qui comprennent ce qu'est la réalité, face à une France nébuleuse, technocratique, administrative, faite de normes, de règles, une France souvent parisienne. C'est une triste réalité. En tout cas, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, religion rugby, vous savez, le rugby, l'armée, la France, ça a été toute ma vie. J'étais prêt à tout sacrifier pour des valeurs et je continue à le faire. On a beaucoup de travail en cette période de Noël, mais sachez qu'avec mon frère d'armes, Julien, qui est également un ancien joueur et le co-créateur de Religion Rugby, on est 100% avec vous les agriculteurs et on va venir, dès que le temps libre nous le permettra, on va venir avec vous et participer symboliquement et vous apporter toute notre force. Ne lâchez rien, aujourd'hui, c'est un symbole important qui est en train de se jouer. Ça va au-delà de l'agriculture. Ce sont des valeurs séculaires que l'on défend, celles où les saisons ont leur importance et celles où le bon sens doit reprendre la raison. On peut s'attendre à des représailles de la part de l'État envers les agriculteurs qui se sont mobilisés, comme par exemple inspection fiscale, contrôle de l'élevage, vérification de la comptabilité de l'entreprise. Et la moindre erreur pourrait servir de prétexte
à des sanctions fiscales et professionnelles lourdes. Pour les soutenir, que ce soit contre le Mercosur ou simplement pour leur permettre de vivre du fruit de leur travail, c'est simplement acheter leurs produits directement auprès d'eux si possible. Acheter directement aux producteurs, ça revient souvent à des prix plus abordables et même si c'est un peu plus cher, au moins on a la garantie de la qualité. En achetant des produits locaux, on soutient toute une économie locale, l'agriculteur gagne plus, peut créer de l'emploi et ces emplois feront ensuite vivre le commerce à proximité. Et bien sûr, il est préférable de payer en espèces autant que possible car la carte bancaire ne peut pas fonctionner dans certains endroits à cause de réseaux. Vous voyez ce que je veux dire. Même si le Mercosur est signé, qu'en grande surface on retrouve la viande, les céréales, tous les produits que l'on peut produire en France qui viennent de l'étranger, si les consommateurs achètent les produits locaux, alors les industriels et les grandes sociétés ne trouveront plus leur rentabilité. Malheureusement, pour résoudre ce problème, l'Union européenne, avec la complicité du gouvernement français, trouve des mesures comme la dermatose nodulaire et d'autres normes incohérentes pour éradiquer au maximum de petites productions familiales et indépendantes. La mobilisation des agriculteurs, malgré les blocages de routes et le déversement de tonnes de déchets devant les préfectures, n'a provoqué de la part des forces de l'ordre que de simples interventions mais limitées. Il y a cependant un endroit qu'il ne fallait surtout pas atteindre, les locaux de la Dépêche du Midi. Dans la nuit du samedi 27 décembre, plusieurs forces de l'ordre, dont un commissaire, ont braqué leurs armes de poing sur un agriculteur qui déversait du fumier sur la façade du quotidien. Monsieur, arrêtez le tracteur. Arrêtez le tracteur. Monsieur, je vois rien. Allez, on descend. Monsieur, arrêtez le tracteur. C'est pas moi qui... Allez, on arrête le tracteur. Allez, c'est bon, Voilà, on va voir l'autre prise de vue. Donc celui que vous voyez en jean, c'est Philippe Frédéric, le commissaire. Allez les gars, 41. Celui qui pointe. Alors que la préfecture d'Auch avait également été visée par les agriculteurs, l'intervention n'a pas été la même. Si les locaux de la Dépêche du Midi ont suscité une telle réaction au point d'avoir le soutien du préfet, c'est probablement les hauts dirigeants du journal, Jean-Michel Bayet, qui possède une longue carrière politique. Le président Emmanuel Macron avait d'ailleurs, le mercredi 12 novembre 2025, participé à des débats, des échanges dans ces mêmes locaux sur la démocratie face aux réseaux sociaux et aux dérives numériques. Il semblerait donc que le président français entretienne de très bons rapports avec le gestionnaire du journal. Ce journal a cependant fait preuve, comme sur beaucoup d'autres sujets, d'un certain professionnalisme et de neutralité concernant la dermatose et également la mobilisation en Ariège. Là, c'est un ordre. Et commissaire, qui dit commissaire, dit préfet, dit peut-être ordre direct. Oui. Il a été complètement soutenu par le préfet du Gers, oui. Qui a fait un communiqué le soutenant, applaudissant sa bravoure. Ce qui est quand même complètement lunaire. Et puis on peut aussi s'interroger sur le fait que il y a une quantité astronomique de déchets devant la préfecture du Gers. Par contre, quand on va toucher aux locaux de la Dépêche et du grand patron du Sud-Ouest, là, ouais, mon copain Jean-Michel, là, effectivement, ça dérange. Bon, moi, j'ai un petit sentiment de déjà-vu là-dessus, mais peu importe. Non, c'est important, pardon, Pierre-Guillaume Mercadal. Non, mais juste, pardon, sur ce sujet, c'est important parce que est-ce que, c'est vrai que vous l'avez souligné, vous-même, vous êtes allé, vous avez dit qu'on a déversé une quantité de choses, alors ça a été bloqué évidemment, mais on ne vous a pas mis en joue, en tout cas. Voilà, vous avez pu déverser. Ah non, moi j'ai jamais déversé sur la préfecture. Oui. Non, mais je veux dire à Auch, dans le Gers, c'est le record de France. Il y a une quantité de nettoyage de cours de ferme qui ont eu lieu sur la préfecture. C'est une colline qu'ils ont devant la préfecture de déchets. Mais par contre, s'ils vont à la Dépêche, en fait,
Là, on sort les armes, en fait. Et la dépêche, bon, voilà, enfin, Monsieur Bailey et la dépêche, moi, c'est un peu, c'est à cause d'eux que je suis connu aujourd'hui et l'ensemble de mes problèmes sont liés à eux. Donc, si vous voulez, je suis toujours peut-être rappeler un tout petit peu surpris de les retrouver. Oui, oui, surpris ou pas, mais ce qu'on peut rappeler, c'est qu'en tout cas, c'est un proche, il est lié à Emmanuel Macron, Jean-Michel Bailey. Ah ben complètement. On a pu, pour les gens que ça intéresse, il y a les images sur Internet partout. Il y a un mois, quand Macron est venu à Toulouse, il a fait l'essentiel de ses rencontres dans les locaux de la Dépêche du Midi avec Jean-Michel Bailey. Et le grand sujet, c'était, la menace que représentent les réseaux sociaux par rapport aux fake news. Et deux, tout ce que je dis vraiment est vérifiable et sourcé, il n'y a pas de problème. Mais on les avait passés, ces extraits, la menace qui plane sur le monde, sur la France et le monde, parce que d'odieux milliardaires de droite comme Bolloré et Stérin détiennent de la presse. Tout ça dit en totale décomplexion à côté de Jean-Michel Bailey, milliardaire de gauche, premier patron de presse régionale de France, dans ses propres locaux. Moi, je veux bien que les milliardaires de droite qui détiennent de la presse, ça puisse être une menace, mais alors ceux de gauche aussi, ou alors j'ai loupé quelque chose. Et c'était aussi la Dépêche du Midi qui s'était fait remarquer pendant l'abattage, pendant l'arrivée des forces de l'ordre sur le siège autour de la ferme. Tout à fait. Ils ont tout fait pour nous saborder. Voilà, et qui ont d'abord prétendu que la famille entière était d'accord pour laisser l'abattage, alors que ce n'était pas le cas, et ensuite que les syndicats étaient d'accord, ce qui n'était pas le cas. C'est tout à fait. Les syndicats n'ont absolument jamais été d'accord. À part celui à qui tous ils se battent pour donner l'heure, Jérôme Bail, qui a trahi une fois de plus en Ariège. Mais ça, ce sera un sujet pour plus tard. Mais voilà. Non, ils ont. En plus, la Dépêche, en fait, avec la puissance qu'elle a, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que dès qu'il y a un article de la Dépêche, toute la presse, ça fait un peu comme avec l'AFP, en fait. Toute la presse française reprend la bouche en cœur ce qui est dit dans la Dépêche, même si c'est n'importe quoi. Ils ont fait un mal au mouvement agricole terrible, et moi, je peux vous dire que sur les prochains blocages où je serai, vaut mieux pas qu'il y ait un journaliste de la Dépêche. Alors je précise quand même par honnêteté que c'est un article de la Dépêche qui soulignait notamment que les 208 carcasses de bovins de la ferme de Moriscou avaient été transportées à 700 km, un voyage qui ne passe pas. Alors je ne sais pas comment se porte le journaliste aujourd'hui au sein de la Dépêche, mais en tout cas c'était bien dans ce journal-là que c'était sorti. Cela n'a pas empêché le préfet du Gers et le ministre de l'Intérieur de mentir sur le déroulement de cette intervention. La sympathie de l'éleveur Pierre-Guillaume Mercadal pour ce journal remonte à l'affaire Montjoie, dans laquelle l'intervention de l'influenceur Papacito en vidéo dénonçait des magouilles et de la corruption impliquant le maire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des bruits qu'on n'a pas entendus depuis la préhistoire en fait? Est-ce que c'est des bruits du tertiaire? Est-ce que les mecs à la Défense qui font des trottinettes là, quand ils arrivent au bureau, ils ont ces odeurs? Est-ce qu'ils ont ces sensations? Est-ce qu'il y a des porcs de 300 kilos qui sont en train de se gaver de farine? Non, en fait. Non. Il y a deux mondes. Il y a les porcs de 100 kilos qui se gavent de farine et il y a les cucks qui mangent des graines. Ils sont à Paris, ils mangent des graines, c'est ça leur régime alimentaire en fait. Ça c'est la vraie France. Là, ça respire la France. Là, ça respire le terroir. Quand je respire ça, là, je sens tout là. Saint-Louis, Napoléon, Belmondo, il y a tout là. C'est un condensé là. Regardez ça, regardez ça. Ils sont tellement à l'ancienne qu'ils sont laineux, les machins. Ils n'ont pas encore choisi si c'était des cochons ou si c'était des mammouths, ces fils de pute. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait de la place pour être un mammouth. Ils sont déguisés en mammouth, mais en fait, c'est des cochons qu'on les type. Ils ont des pulls, on ne comprend pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des mecs de Cro-Magnon qui vont arriver avec des lances? Ils vont les chasser et ça va nous faire du sauciflard, du néolithique. Ça va nous faire un sauciflard. Pierre Guillaume aurait été concerné par cette affaire avec sa ferme de Concholéneux. À la demande du gouvernement français, les vidéos de l'affaire Montjoie ont été supprimées de YouTube. Bon, on peut quand même en retrouver quelques-unes. Troisième vidéo sur Montjoie. Cette fois-ci, on n'est pas dans la rigolade. Cette fois-ci, on n'est pas dans la gaudriole. On a franchi un cap. Les animaux de Pierre Guillaume vont être tués dans quelques heures. Il est aux alentours de 6 heures du matin. À côté de moi, des pommes bio qui viennent d'une petite production de Tarn-et-Garonne. Ce sera le dernier repas des cochons. La pomme est une friandise pour le cochon. On a décidé de leur offrir ça avant leur euthanasie. Ce sont des tonnes de viande saine qui ont été jetées à la poubelle. Des années de travail, de génération d'élevage et de sélection. Un investissement issu de dur labeur qui disparaît du jour au lendemain pour des raisons injustifiées et au service d'intérêts étrangers. Encore une fois, le gouvernement français a montré qu'il n'était pas au service du peuple, des travailleurs, des indépendants qui contribuent chaque jour à la richesse de la France par leur effort.
mais qu'il est plutôt au service des bureaucrates de l'Europe, de Bruxelles et des sociétés mondialisées, en dédouanant les délinquants et les bandits et en favorisant une réussite non pas fondée sur le mérite et les valeurs, mais plutôt sur la corruption, l'hypocrisie et la perversion. Contre ces injustices, ce mépris, ces trahisons de l'État envers le peuple, l'appel a été lancé le 6 janvier pour assiéger Paris. Ils ont décidé de braver l'interdit et occuper la place Charles de Gaulle, face à l'Arc de Triomphe. Une vingtaine de tracteurs de la coordination rurale stationnent ici, bloqués par un important barrage policier. Image symbolique, de quoi marquer une nouvelle fois la détermination des agriculteurs. Lorsque les agriculteurs dénoncent le manque d'écoute face à leurs revendications, le gouvernement semble rester sourd. En revanche, l'État fait preuve d'une écoute et d'une réactivité remarquables lorsqu'il s'agit d'empêcher ces agriculteurs de manifester pacifiquement. Faites attention, faites pas des conneries les gars, vous êtes filmés là. Là vous êtes filmés les gars. De toute façon on le sait, on filera tous en garde à vue, on s'en fout. Là vous êtes filmés les gars. Ah vous êtes contents là, ils sont fous. Ah moi ça s'ils sont fous. Ah là vous êtes contents des paysans. Nous on est que des paysans À l'inverse, c'est presque open bar pour ceux qui saccagent l'espace public et pillent les boutiques après les matchs de football. Dans la nuit de samedi à dimanche, la porte et la vitrine de Chanel ont été brisées. Les plaques de verre délimitant plusieurs terrasses de café ont aussi été saccagées. À la reprise de l'activité ce matin, beaucoup d'entre elles sont restées fermées. Ce magasin qui vend des sneakers est le plus touché, il a été intégralement pillé. Prenez tout les gars, prenez tout. Mais quand il s'agit d'agriculteurs qui n'ont rien cassé, par contre, la porte-parole du gouvernement réagit. Un appel à manifester devant l'Assemblée nationale a aussi été lancé à 10h par la coordination rurale. Maude Bréjon, est-ce que vous avez laissé faire et est-ce que vous allez laisser passer ? D'abord, le gouvernement a toujours été dans le dialogue avec les agriculteurs et avec les organisations syndicales. Je rappelle que le Premier ministre a reçu les organisations syndicales le 22 décembre. Il les a de nouveau reçues cette semaine, le 5 et 6 janvier. Donc ce dialogue-là, ces échanges-là, cette écoute-là, ça existe. Pour autant, la situation qu'on voit depuis cette nuit, depuis ce matin, n'est pas acceptable. Et donc sur l'appel à manifester devant l'Assemblée nationale, comme sur les tracteurs qui sont en ce moment même sur la place de l'Étoile à l'Arc de Triomphe, je n'ai qu'une chose à dire, tout ça est illégal, nous ne laissons pas faire et nous ne laisserons pas faire. On peut saluer néanmoins le courage de Madame Yaël Braun-Privé d'être venue à la rencontre des agriculteurs. Malgré elle, elle a été confrontée à la colère et au désespoir des paysans. C'est une agression que nous voir en direct. Cette montée à Paris aurait-elle réellement servi à la cause paysanne ou plutôt les influenceurs des réseaux sociaux et certains responsables politiques qui ont pris soin de s'afficher publiquement aux côtés des agriculteurs pour soigner leur image? Le combat continue, les agriculteurs se battent pour eux-mêmes mais aussi pour l'ensemble des Français. Ils ont engagé des frais importants, notamment en carburant, et n'ont pas pu travailler sur leur exploitation pendant plusieurs jours suite à cette mobilisation. La moindre des choses, c'est de les soutenir et de faire un don qui sera ensuite redistribué aux agriculteurs qui se sont mobilisés pour ces événements. Gardons à l'esprit que nous, consommateurs, avons le dernier mot en choisissant ce que nous achetons. Forme à vous.